triomphe, rejoins le parti sans pilon. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai fait qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs de 19h à 20h sur Sud Radio, on a l'immense plaisir de retrouver ce duo de choc, ce duo de citoyens, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et en cette rentrée, on va parler des questions de l'avenir professionnel des bambins, de l'orientation à leur donner. On parlera décrochage scolaire. Bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Stéphane Pellet. Bonsoir Philippe David. Pourquoi vous dites pas duo de charme par exemple? Ça se fait aussi. Mais on le parce dit, que ça, c'est d'une telle banalité que ça n'avait aucun intérêt d'être dit. Duo de charme, ça commence bien, c'est sympa. Excusez-moi, mais là, c'est comme dire que la Terre est ronde. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment un scoop. Alors tiens, parlez-nous du G500. Ça a encore évolué. Ça a encore évolué. Nous préparons la prochaine édition du 3e sommet citoyen qui aura lieu à Lille en juin 2025. 12, 13 et 14. Voilà. On s'est entraîné, on essaye de se passer la parole maintenant. Vous voyez, on fait plus concurrence. Mais surtout, on va avoir des débats et des étapes régionales un peu partout en France où on va parler santé, justice, handicap, culture, jeunesse, écologie. Et d'ailleurs, pour vous inscrire dès aujourd'hui, vous pouvez vous inscrire sur l'étape santé, première préoccupation des Français, le 9 novembre à Lille Grand Seine. Et on parlera, peut-être on écrira une loi sur la santé qui sera présentée au prochain sommet citoyen. Qui tiendra lui aussi à Lille d'ailleurs. Cette figure d'opportunité. Il n'y a pas encore de ministre, nous on lui écrit sa loi. C'est bien. Voilà, ça va, ça ira on plus avance. vite. Vous n'avez pas de proposition pour vous pour le moment? Pour la radio? Non, pour le gouvernement. Pour la radio, c'est déjà fait alors. Allez, au sommaire ce soir, 86% des jeunes se déclarent inquiets quand ils pensent à leur choix d'orientation et on les comprend quand on sait combien c'est de plus en plus le réseau familial et les amis qui permettent de se frayer un passage dans le monde professionnel. D'ailleurs, un jeune sur deux a le sentiment d'avoir été mal accompagné dans ses choix d'orientation et ce sont les jeunes eux-mêmes qui le disent. Un jeune sur deux, en effet, répond oui à la question. Si j'avais su qu'une autre voie ou un autre cursus existait, j'aurais fait des choix différents. Alors, face à ce constat, il y a des solutions et ce sont les entreprises elles-mêmes qui se mobilisent. Et nous recevons dans quelques instants Sébastien Gourung, directeur général du collectif Orientation. Près de 100 000 élèves décrochent chaque année du système scolaire et la France n'est pas championne, loin de là, pour se mobiliser contre ce véritable fléau. Une grande championne, elle a décidé de relever le défi avec une belle formule et pourquoi pas permettre la réalisation de leurs rêves. À travers son programme Académie des Passions, nous plongerons au cœur des fragilités des jeunes pour les aider à retrouver confiance en eux, pour faire évoluer le regard qu'ils portent sur leur parcours, pour transformer leur fragilité en force. C'est la mission de l'association J'ai un rêve et nous recevrons sa directrice générale, la championne du monde de natation synchronisée qu'on connaît bien sur Sud Radio, Muriel Hermine. Les vraies voix Sud Radio. On écoute ceci. Ou alors on va commencer, Aurélie Gros, pour que vous nous parliez du collectif Orientation. Tout à fait. Les JO sont terminés, les Jeux paralympiques sont terminés, mais c'est la rentrée pour tous les bambins de 3 à 18, voire plus, parce qu'après, nous avons les études supérieures qui vont commencer. Et pour ces 12 millions d'élèves en France, non seulement on reprend le chemin des classes et des cours, mais c'est déjà le casse-tête. Pour beaucoup d'entre eux, notamment au collège, pour la recherche du stage de 3e, mais aussi pour la recherche du stage maintenant de seconde pour les lycéens. Et donc, ces jeunes, ils sont un peu désemparés puisqu'ils ont 15 jours, 3 semaines, en fin de compte, pour trouver leur orientation. Donc, nous avons à côté de nous Sébastien, merci beaucoup, du collectif Orientation, parce qu'eux, ils proposent des solutions. En tout cas, ils aident tous ces jeunes, en fin de compte, à peut-être trouver plus facilement leur voie. Bonjour Sébastien, alors racontez-nous comment vous faites, quelle est votre méthode, qu'est-ce que le collectif Orientation, on vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je suis ravi d'être parmi vous, merci pour cette opportunité de pouvoir justement parler de ce sujet de l'orientation qui, lors d'une période de rentrée scolaire, n'est pas forcément le premier des sujets qu'on aborde avec
tout ce qu'il y a à faire évidemment dans les établissements pour assurer cette rentrée auprès des élèves, et on pense évidemment aux enseignants et aux chefs d'établissement. Le collectif Orientation, c'est la rencontre d'acteurs de terrain qui ont une expertise qui est reconnue dans les établissements, qui est reconnue dans le monde professionnel, auprès des académies également, et qui se sont dit ce qu'on fait est bien, ce qu'on fait est important, mais on peut faire mieux, et comment le faire, faisons-le ensemble, ou en tout cas essayons. Cette envie, elle s'est matérialisée donc sur la création de cette association, qui a eu besoin d'abord d'apprendre à se connaître, se rencontrer entre différents acteurs qui partagent des convictions, mais qui ont des expertises qui sont différentes, mais souvent complémentaires. La deuxième étape, ça a été de se dire concrètement qu'est-ce qu'on fait ensemble, et donc de se réunir autour de projets en lien avec des problématiques qui sont assez transversales souvent, question de la mobilité, on parlera ensuite de la question du décrochage scolaire évidemment, et dans un monde qui est évidemment incertain, un monde professionnel en plein mouvement, et sur lequel nous essayons tous les jours d'expérimenter des solutions coordonnées, collectivement tout simplement, et faire émerger finalement des bonnes pratiques que nous souhaitons partager en bien commun le plus largement possible, accessible à tous, que l'on fasse partie du collectif Orientation ou pas, et donc évidemment main dans la main avec l'éducation nationale, avec les chefs d'établissement et avec les enseignants qui sont au cœur de ce processus. Et alors qui fait partie de ce collectif ? Les entreprises ? Alors aujourd'hui, on a 13 structures qui font officiellement partie du collectif. Ça représente au quotidien, sur une année scolaire, 500 000 élèves qui sont sensibilisés, en tout cas qui sont touchés par une action ou une autre. Plus de 6 000 établissements, 500 entreprises qui s'engagent avec nous pour notamment rendre accessibles leurs locaux pour des visites, mais aussi pour accueillir des stagiaires, évidemment, comme ça a été dit précédemment, ou même intervenir en classe et pouvoir jouer un rôle également de modèle, entre guillemets, avec des parcours évidemment différents. Ces structures, on pourrait toutes les citer, mais effectivement, on a des structures comme Crée ton avenir qui va vraiment s'intéresser à la question du parcours, à la question de comment un jeune construit son choix. On a des structures qui vont être plus sur, par exemple, la réalité virtuelle. On sait que certains établissements, par exemple dans le nord de la France, autour de Amiens, ne vont pas avoir la possibilité de découvrir tel ou tel métier, qui sont pourtant passionnants, qui sont des métiers d'excellence. Et grâce à la réalité virtuelle, eh bien, ils ont accès finalement à des professionnels, à des rencontres, et ils peuvent se projeter dans des métiers qu'ils ne connaissent pas toujours. On pourrait continuer à en citer d'autres, la Fondation C'est Génial, Révèle, qui travaille sur la question des jeunes filles et de leur orientation, comment limiter la censure et leur permettre de découvrir des voies scientifiques notamment. Juste un mot avant qu'on aille plus loin, c'est pour dire que le collectif Orientation, c'est dit comme ça modestement, mais c'est vraiment en dehors de l'ONICEP, les normes, organismes parapublics ou publics, on va dire d'orientation, c'est le bras armé côté entreprise. Vous l'avez entendu, 500 entreprises, 500 000 élèves, c'est assez énorme, et c'est un effort fait par toutes ces entreprises pour aussi se faire connaître, il faut bien le dire. Finalement, c'est gagnant-gagnant, on va dire. Complètement, et l'ADN, c'est le faire ensemble. C'est un sujet sur lequel on a tous un rôle à jouer et sur lequel on constate tous également des impacts positifs ou négatifs. Et aujourd'hui, on a quand même tendance à dire que c'est à l'éducation nationale de faire tout, mais comment nous aussi on a notre rôle à jouer et comment on veut le faire, effectivement, par cette réponse collective. Eh bien écoutez, c'est les vraies voix citoyennes avec ce duo de charme. Oui, je dis même des platitudes à l'antenne. Aurélie Gros et Stéphane Pellet, on continue à parler d'orientation dans quelques instants et de décrochage scolaire notamment. On se retrouve tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et je rappelle, même si c'est un pléonasme, que c'est un duo de charme qu'on a tous les lundis soirs, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Et on parle avec Sébastien Gouroung, directeur général du collectif Orientation, de la problématique de l'orientation. Et c'est une vraie problématique, à quel âge que ce soit, en fin de troisième, en post-bac, etc., etc. Tiens, on écoute ceci. Le jour de la rentrée, quand le prof nous a dit bon, pour l'année de troisième, vous devez faire un stage, en plus, je me suis dit, est-ce que je deviens adulte avant l'heure ou quoi? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que je vais stresser, tout et tout? Après, je fais, mais il faut que je trouve un stage d'abord, en fait. Voilà, le jour de la rentrée, trouver un stage, est-ce qu'on devient adulte avant l'heure? Ça, c'est une belle question, en fin de compte. Puisque souvent, on remarque également que les lycéens eux-mêmes, au moment de Parcoursup, sont complètement débordés, savent pas vers où s'orienter. Donc, on se retrouve avec
facs, des demandes en faculté de droit, par exemple, beaucoup trop importantes, parce qu'ils ne connaissent pas toute la panoplie des métiers. Alors concrètement, comment vous agissez dans les établissements ? Quel établissement vous accueille d'ailleurs ? Et si un établissement nous écoute, comment on fait pour avoir le collectif orientation à ses côtés ? Vous voyez, 3 questions. Merci. Très clair, et merci pour ces questions très justes. Effectivement, nous, notre objectif, c'est d'apprendre quelque chose quand on agit et de pouvoir avoir donc des problématiques à travailler ensemble collectivement. Donc aujourd'hui, une des problématiques, par exemple, c'est la mise en place des PPO. Je veux pas être trop technique, mais c'est les plans pluriannuels d'orientation. Concrètement, c'est comment un établissement s'organise dès le collège, mais également jusqu'au lycée et jusqu'au bac, pour proposer des actions sur le temps long, pour justement amener l'élève à faire des choix qui soient le plus en lien avec ses motivations, ses compétences et ainsi de suite. Effectivement, dans ce qu'on a pu entendre juste à l'instant, est-ce qu'on devient adulte à ce moment-là lors du stage ? Non, c'est un processus assez long, et donc actuellement on accompagne un collège à Victor Hugo à Somain sur la mise en place. C'est dans le nord de mémoire. Exactement, c'est l'académie de Lille, et on les accompagne sur la mise en place de ce parcours avec une articulation qui permet normalement à l'élève d'apprendre à se connaître, à apprendre à connaître le monde professionnel et les différentes filières pour le rejoindre, tout en ayant ce grand sujet que la Cour des comptes avait pu mettre en lumière dans un de ses rapports sur, aujourd'hui, on a des heures qui sont consacrées à l'orientation, mais finalement, elles ne sont pas intégrées dans un emploi du temps. C'est ce que j'allais poser comme question. Il y a des heures qui sont consacrées à l'orientation, mais est-ce qu'elles sont bien faites dans tous les établissements de France ? Je suis pas sûre. Et peut-être que les enseignants ne sont pas formés non plus à faire ces heures-là. Et vous faites quelque chose auprès des enseignants pour les aider justement à anticiper cette charge supplémentaire, parce que quand vous êtes prof de maths, faire des heures sur l'orientation, c'est pas votre spécialité, par exemple. C'est clair, sauf pour être prof de maths. Oui, voilà. Pas simple. C'est vrai. En fin de compte, on surcharge peut-être les enseignants avec ces questions-là, qui sont des questions très spécialisées, et peut-être qui mieux qu'une entreprise peut répondre à la question de l'orientation. C'est effectivement multifactoriel, et je pense que tout le monde a son rôle à jouer dans ce processus. Très clairement, en tout cas, on a nous des actions, par exemple R2E, qui pourrait être aussi une très bonne structure à inviter, qui travaille justement à comment former les enseignants sur cette question de l'orientation. Et en même temps, on est aussi là pour les soulager, justement, face à une charge quotidienne qui est très importante. Pardon. Non, allez-y. Et donc nous, ce qu'on aimerait réussir à faire émerger, c'est quelles sont les bonnes pratiques chez les chefs d'établissement par rapport aux moyens qui leur sont confiés par les académies pour justement mettre en place réellement ces parcours d'orientation. Comme vous l'avez dit, c'est disparate d'un établissement à l'autre. Stéphane Pellet. Mais ces fameux 500 000 élèves là qui passent entre vos mains, comme vous disiez, c'est quoi le module de base ? C'est intéressant, vous nous disiez vraiment pour les auditeurs un truc très concret, pour qu'ils sachent d'ailleurs si leurs enfants ne le font pas, comment ils pourraient faire en sorte que l'établissement le demande. C'est quoi le parcours grâce à vous ? Alors, faut pas hésiter à nous contacter de façon générale. Pour être précis, ça n'est pas les actions coordonnées du collectif qui touchent 500 000 élèves, c'est vraiment chacune des structures dans son quotidien. Allez-y, une action concrète. Voilà. Donc cette mise en place de parcours, il faut pas hésiter à nous contacter. Ce sont des élèves de quelle année déjà ? Alors pour l'instant, on est très concentré sur le collège. On y va petit à petit. Ça démarre quand au collège ? Dès la 5e, on suit évidemment toutes les consignes ministérielles qui sont très claires. Oui, mais les auditeurs ne les connaissent pas. Donc dès la 5e aujourd'hui, effectivement, pardon. Sur la question du parcours, donc parcours à venir, on dit aujourd'hui qu'il faut commencer de plus en plus tôt. Donc aujourd'hui, ça a été déterminé dès la 5e de commencer à travailler cette question de la projection, de la connaissance de soi, de la découverte des métiers et donc de la découverte des filières. Mais comme on vient de le dire justement, c'est quelque chose qui n'a pas encore une réalité concrète dans les établissements, ou en tout cas partagée sur l'ensemble du territoire, et sur lequel notre mission, c'est d'étudier et de partager ensuite en bien commun, charge ensuite aux établissements de s'en saisir. Mais exemple, est-ce qu'il n'y a pas un problème qu'on ne vende pas des métiers pour lesquels il y a du boulot et qui payent bien, que ce soit, je vais prendre un métier, purement un métier de bouche, par exemple, des bouchers, on en manque,
alors que c'est un métier où on est bien payé, on peut se mettre à son compte et c'est un très beau métier. Ou alors, par exemple, on a dû faire venir des soudeurs pour les centrales nucléaires des États-Unis pour refaire les soudures des centrales nucléaires françaises. Il faut 4 à 5 ans pour former un bon soudeur, plutôt qu'être un sociologue Attention, on va se faire des ennemis. Il y en a peut-être pas. Mais on est le pays qui en forme le plus ou psychologues. On forme plus de psychologues, je crois, que tous les pays de l'Union européenne réunis, qui va ne pas trouver de travail. Pourquoi est-ce qu'on n'incite pas plus les jeunes? On va dire, bah tiens, va faire de la soudure, c'est 4 à 5 ans et c'est un beau métier. Et à la fin, quand on voit la centrale nucléaire qui donne de l'électricité, on voit un résultat à quelque chose quand même, non? À vrai dire, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. J'aurais peut-être juste tendance à parler aussi du métier d'enseignant. Oui. Et c'est une des grandes contradictions, c'est qu'on travaille l'orientation à l'école et finalement on encourage assez peu vers ce métier qui est le métier avec le plus d'impact social, qui est un métier de sens. Enfin, c'est clairement le métier qui coche toutes les cases de ce qu'attendent ou en tout cas ce qui exprime une partie de la jeunesse. Et pourtant, on a un vrai travail à faire aujourd'hui pour revaloriser ce métier, mais ça commence aussi au quotidien dans les établissements scolaires. Muriel Hermy veut réagir, je crois. Oui, parce que je trouve que ce que Sébastien nous dit est vraiment génial. Mais face à ça, je vois deux choses. La première, c'est qu'on demande à des enseignants qui n'ont jamais été dans le monde professionnel de pouvoir vendre le monde du travail à l'extérieur du lycée ou du collège. Donc là, c'est la première difficulté, et pour l'enseignant et pour l'élève. Parce que quand on n'a pas expérimenté soi-même, il est très difficile d'expliquer à des jeunes qui ne connaissent pas le monde du travail, mais qu'est-ce qui les attend, quel est le savoir-être qui est demandé en entreprise. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, je trouve qu'aujourd'hui, on demande à des jeunes qui ne connaissent pas le monde de l'entreprise, qui ne le connaissent qu'à travers le prisme de leurs parents, qui amènent à la maison les problématiques que chaque parent rencontre dans le monde de l'entreprise, et c'est super anxiogène. Donc, d'une certaine façon, ça fait des années que les élèves ont peur d'aller vers le monde du travail. Et d'un autre côté, lorsqu'ils y vont, très souvent, c'est à travers les chambres de métiers de l'artisanat, à travers les missions locales, les écoles de la deuxième chance. Donc, des choses qui sont à l'extérieur. Et peut-être même plus les lycées professionnels qui amènent clairement vers une spécialité. Absolument. Donc, ce que je trouve dommage, alors peut-être que vous le percevez pas comme ça, mais le collège, le lycée, l'éducation nationale dans son ensemble a peut-être un peu de mal encore dans la culture à faire rentrer l'entreprise et le privé à l'intérieur de l'établissement. Mais il faut dire, Sébastien, qu'il y a une donnée qui est essentielle, c'est que vous êtes plutôt sur l'idée d'apprendre à choisir, parce que c'est par rapport à ce que disait Philippe aussi tout à l'heure, faisons attention, parce qu'il y a des cycles. À un moment, on a fait par exemple venir plein de jeunes dans les études de STAPS, etc., c'est-à-dire le sport, enfin les activités physiques, et puis finalement, petit à petit, ça devient bouché. Donc, il faut faire attention, parce qu'il y a souvent la machine éducation nationale, quand elle réagit, on a du mal à l'arrêter. Donc, en fait, vous voulez que les élèves apprennent à choisir, c'est ça ? C'est effectivement une conviction qu'on porte, et je pense que on peut la partager autour du constat de ce monde professionnel en pleine évolution, avec des métiers qui vont émerger, qu'on connaît pas encore, et sur lequel effectivement on dit aussi que les jeunes vont changer beaucoup de métiers, et sur lequel l'orientation n'est qu'un processus tout au long de la vie finalement, comme la formation, hein, on a tendance à en parler aussi en ce moment. Et je trouve que finalement l'objet de la visite ou du stage en entreprise est effectivement un sujet, en tout cas nous, sur lequel on est en train de se saisir pour créer cet espace de dialogue et de rencontre. On a tendance à parler de l'enseignant et de sa connaissance du monde de l'entreprise, c'est tout à fait vrai. Et de la même manière, l'entreprise doit aussi, lorsqu'elle accueille un élève de seconde notamment, penser un programme pédagogique et sortir finalement de cette position passive d'observant, stage d'observation, on utilise souvent ce terme, parce que l'apprentissage, c'est aussi justement être en action, savoir se tromper de voix par moment, accepter justement l'erreur et s'en servir pour avancer. Mais donc voilà, cet objet de l'immersion en entreprise, de façon large, disons, est un vrai objet sur lequel on souhaite travailler pour justement amener plus de convergence autour du jeune et le replacer au centre de son immersion. En fin de compte, peut-être que les cours d'orientation, en tout cas des élèves, devraient être faits par des professionnels et des entreprises de différents métiers sur un parcours complet de l'élève jusqu'à Parcoursup pour faire découvrir un maximum
métier à ces jeunes pour qu'ils puissent apprendre à choisir, encadrés effectivement par des enseignants formés. C'est un peu ça la réalité, Sébastien. Et peut-être, puisque Aurélie Gros avait démarré sur les stages de 3e et de seconde en disant qu'il y avait une angoisse, que les parents qui nous écoutent n'hésitent pas à aller sur les plateformes. Mon stage de 3e, il y en a pour l'Essonne, il y en a pour la Loire-Atlantique, il y en a une nationale faite par le ministère, et il y a des dizaines de milliers de stages maintenant là-dessus, donc il faut pas hésiter à bouger, parce que les enfants n'ont pas vocation à faire un stage en bas de leur immeuble, dans l'épicerie du coin seulement. Et avant de couper, oui, comment on peut vous aider? C'est ce que j'allais demander. Oh, excuse-moi, je t'ai volé ta question. Les grands esprits se rencontrent. Il n'y a que toi qui as un grand esprit autour de cette table. Que nenni. Merci pour cette perche. On vient de se créer, ça fait assez peu de temps finalement que la structure existe, donc c'est un processus qui est en train de se construire. On est 13 membres aujourd'hui, mais on a vocation à fédérer plus largement, et je suis ravi justement de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui sur la question du décrochage. Je pense qu'on a évidemment des choses à partager. De la même manière, nous sommes une association, donc la question des financements est toujours centrale, et j'encourage tout le monde à nous contacter. On sera ravis de pouvoir échanger et créer des projets ensemble. Le site, quelque chose collectiforientation.fr, assez simplement. Moi j'ai un rêve, c'est que Muriel rejoigne le collectif. Ah mais ne t'inquiète pas Aurélie, parce qu'avec certitude, après l'émission, nous allons partager nos coordonnées avec Sébastien. Vous allez plonger ensemble avec Muriel Hermine, c'est assez logique. Allez, on se retrouve dans quelques instants dans les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour de notre duo du lundi soir, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Vous allez avoir, mon cher Stéphane, un coup de cœur musical, je crois, là. Eh oui, parce que c'est le coup de cœur du soir et pas le coup de gueule, c'est sympa. Alors, d'une manière générale pour les bénévoles, parce que les bénévoles, on est content de les avoir eus, les fameux volontaires des JO, donc on les salue à cette occasion. Cette armée des volontaires qui a réussi finalement ces JO, ces J paralympiques. Et puis, des bénévoles, il y en a aussi toute l'année dans toutes les manifestations. Et ce soir, on a en ligne le président d'un très très beau festival, dans un lieu mythique et même presque mythologique, puisque c'est le cœur de la Provence romaine, vous savez. C'est à Saint-Rémy de Provence. Et donc, je crois que se tient jusqu'au 21 septembre, ça va démarrer, ou ça a démarré, la 16e édition de Jazz à Saint-Rémy. N'est-ce pas, Bernard Chambre? Vous êtes un président de festival heureux. Oui, tout à fait. Bonsoir Stéphane. Écoutez, président heureux. En effet, non, nous n'avons pas encore démarré. Nous allons commencer le festival le 19 septembre jusqu'au 21. Donc on a le temps de s'inscrire, oui. Oui, on peut encore réserver, bien sûr, sur notre site jazzasaint-rémy.fr, aucun problème, vous pouvez réserver vos places. Et nous avons un concert, une rencontre inédite autour des amis de Sylvain Luc, avec des grandes pointures cette année, par exemple Birelli et Lagrène, Stefano Di Battista, Médéric Collignon, Diego Imbert ou André Ceccarelli à la batterie, qui vont rendre non pas un hommage, l'hommage lui sera rendu au mois de tout début de l'année 2025 à Sylvain Luc. Ce sera un concert un petit exceptionnel et unique de la part de ces musiciens qui ont tous joué, bien sûr, avec lui. Alors vous savez pourquoi on voulait vous faire un coucou? Parce que c'est très très rapide, désolé, mais il y a tellement d'auditeurs qui vous écoutent, c'est tout simplement parce que je crois que vous avez une équipe de bénévoles incroyable pour arriver à cette 16e édition. Oui, cette équipe de bénévoles existe depuis 2007, création du festival. Alors, il y a eu quelques changements, évidemment, quelques départs, quelques arrivées, mais dans l'ensemble, une équipe, un cœur d'équipe très très solide, puisque nous sommes une association 1901 avec très classique, un bureau, un conseil d'administration, et puis des bénévoles et des adhérents aussi qui nous soutiennent depuis toujours. Et c'est cette équipe de bénévoles, uniquement de bénévoles, qui tient ce festival à bout de bras. Et on pense qu'on fait de belles choses. On est fiers de nous. Allez, disons-le. Eh bien, Bernard, magnifique. merci. Et puis, comme Philippe David ne vous la fait pas, pour un festival de musique, Bernard Chambre, c'est pas mal, c'est assez classique. Si Bernard Chambre fait un festival de jazz, Bernard Jazz fait un festival de musique de chambre, c'est ça? Philippe David. On l'a
attendez, on se sentait fatigué. Nous accueillerons avec plaisir. Nous accueillerons Bernard Jazz avec plaisir. De chant. Merci Bernard Chambre. Merci à vous et bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Ce sont ces associations qui font la vitalité de nos villes et de nos villages. Donc il faut vraiment les saluer et aller les voir et aller et participer pour pas que ces festivals disparaissent. Et les bénévoles, d'ailleurs, François Rivière, le président de l'USAP, qui était à votre place tout à l'heure dans Les Vraies Voix, a rappelé l'importance des bénévoles en France, que ce soit dans le sport, la culture et tutti quanti. On continue avec vous, et ça va parler sport d'ailleurs, avec une immense championne. Et ce soir, donc, nous recevons, on est très très fiers et heureux, donc Muriel Hermine, la championne au service des décrocheurs. C'est un petit peu ça qu'on voulait dire ce soir, donc c'est un hommage. D'abord parce que je crois que dans toutes les émissions précédentes, on a souvent parlé de cette question des filières, de l'enseignement professionnel, de tous ces jeunes qui étaient en difficulté. Alors vous savez, il y a un chiffre officiel, c'est autour de 90 à 110 000 décrocheurs en France, mais par ailleurs, il y a aussi une catégorie qu'on appelle les NEET, Not in Education, Employment or Training, c'est-à-dire en fait ceux qui n'ont donc ni emploi, ni formation, ni stage à se mettre sous la dent, et donc ils sont très très nombreux encore en France. Et nous ne sommes pas les meilleurs, loin de là, Muriel Hermine. Nous avons à peu près un taux de 12,8% des jeunes de 15 à 29 ans qui sont décrocheurs. Et il y a simplement, par exemple, qu'à prendre l'exemple, oui c'est le cas de le dire, du Danemark, il y a 8% seulement de décrocheurs. Donc Muriel Hermine, vous êtes lancée là-dedans depuis de nombreuses années, vous avez créé beaucoup de structures, mais il y en a une qui nous intéresse en particulier, ça s'appelle J'ai un rêve. Racontez-nous ce rêve que vous réalisez au quotidien. Eh bien, J'ai un rêve est une association que j'ai créée il y a 21 ans, puisque j'ai moi-même été une décrochée scolaire. Et ça, c'est important de le dire, et je pense qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a profondément vécu soi-même dans ses tripes. Donc j'ai eu un parcours d'une décrochée, le sport m'a aidé à m'en sortir. Mais parce que je me suis rendu compte que je n'avais que le sport pour m'en sortir, je suis passée de 5 heures d'entraînement par semaine à la fin de ma carrière à 7 heures par jour pour avoir une chance de décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Et donc je sais ce que c'est que le regard de l'autre, la peur de pas trouver sa place dans la société. Enfin, pendant très longtemps, j'ai eu une espèce de chape de plomb sur ma tête, même si j'étais connue, même si j'avais des médailles. Je me sentais inférieure aux autres. Et je me disais, mais après le sport, que vais-je devenir ? Et je m'étais toujours dit, j'ai eu la chance de réaliser mes rêves. D'abord mes rêves sportifs, puis des rêves artistiques. Et c'est parce que j'ai lancé un spectacle dans la Maison des Esclaves sur l'île de Gorée au Sénégal que j'ai découvert que il y avait une autre réalité que la performeuse sportive et que la femme businesswoman qui crée des grands spectacles à travers le monde. Il y avait une humanité que j'étais pas allée chercher en moi. Et donc c'est là où J'ai un rêve a été créé, d'abord au Sénégal. Pendant 8 ans, mon association a créé des écoles entre Dakar, Saint-Louis, Matam, et puis des échanges entre des enfants en décrochage de collège de Montfermeil, la cité des Bosquets, la cité des Pyramides à Ivry. Et donc ces jeunes qui étaient en décrochage, on nous les confiait, on faisait des classes entières de 25 jeunes, et l'objectif était, en utilisant le sport et la culture, qui sont les deux outils que la vie a mis entre mes mains, d'essayer de les raccrocher à l'école. Et on a commencé comme ça, on créait des voyages, on les emmenait en créant des jumelages entre les enfants sénégalais et les enfants français ou issus de l'immigration. Et donc, on avait de tels résultats que petit à petit, on le faisait en 4e. On s'est dit, ça suffit pas. Il faut accompagner ces jeunes au-delà jusqu'à la 3e. Et on en revenait à 3e. C'est choix d'orientation professionnelle. C'est que vont-ils devenir, et tout d'un coup, on s'est dit, on va faire rencontrer les entreprises et les jeunes. Donc c'est pour ça que je rejoins vraiment, et ce que Sébastien disait tout à l'heure me touche vraiment, parce que il était au cœur du début de J'ai un rêve, de ce qu'on a pu faire. Aujourd'hui, en 20 ans, évidemment, l'association a énormément évolué. Alors là, nous accompagnons des jeunes qui sont vraiment sur le chemin de l'emploi, sans formation, sans qualification. Ils ont décroché. Pour certains, depuis la 6e, la 5e. Et qu'est-ce qui se passe si à mon époque, moi j'ai été renvoyée parce que je n'étais pas assez bonne, et le lycée m'a dit mademoiselle, vous devez choisir entre ou le sport ou vos études. Moi j'ai choisi le sport, évidemment, puisque c'est ce que j'aimais. Aujourd'hui, les jeunes décident de décrocher. La différence, c'est que moi je l'ai subi. Aujourd'hui, ces jeunes-là, pour des raisons qui leur sont propres, décrochent.
et ils le décident et ils l'assument. Donc, à la fois, les parents se retrouvent démunis face à des jeunes qui ont pris cette décision, qui ne veulent plus aller à l'école, pour des raisons souvent justifiées. Il faut pas rêver, ce sont souvent des enfants issus de familles fragiles. Donc, il y a un problème familial. Ces jeunes se retrouvent en collège ou en lycée. Souvent, ils sont le maillon faible d'une classe. Scolaire. Donc, en échec scolaire, donc harcelés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, GRF s'occupe à la fois sur Paris, région parisienne et toute la région centre, donc les 6 départements, de jeunes décrochés qui sont restés des mois, voire des années sans rien faire et qui s'inscrivent dans les missions locales, les écoles de la deuxième chance, les chambres de métiers de l'artisanat et qui disent « j'ai 20 ans, je sais rien faire, j'ai pas de diplôme et je suis perdu ». On va y revenir, hein, j'imagine, Philippe, mais dans quelques minutes. Mais je pense que vous nous raconterez aussi comment on fait la détection, parce que je crois que c'est quand même ça qui est absolument génial dans toutes ces actions menées par toutes les structures que vous évoquez, c'est qu'il faut, voir ça le plus vite possible. Il ne faut pas attendre qu'un gamin... vous savez, il y a des critères des fois à l'éducation nationale qui, moi, me font bondir, et je sais de quoi je parle, où on me dit, c'est à la 4e fois où il n'est pas venu en classe que là, on va déclencher le dispositif, parce qu'il faut toujours des normes partout. C'est une vraie folie. Normalement, il faut tout de suite, dès qu'il y en a un qui a une intuition, se dire celui-là, il faut vite aller voir ce qui se passe. Oui, mais pour ça, il fallait que l'éducation nationale, qui n'est pas formée à accompagner ces jeunes-là, accepte qu'il y ait des structures extérieures à la maison éducation nationale qui puissent prendre en charge. Et là, ils sont tellement dépassés par le nombre, par les problématiques rencontrées par les jeunes, que voilà, les portes s'ouvrent doucement. Mais ce qui est notre force à nous, c'est pas de quand GRF intervient, nous sommes la première brique qui va accompagner le jeune vers un projet professionnel. Et cette première brique, c'est de dire d'abord pourquoi il a décroché. Et on travaille non pas sur une projection d'un projet pro, mais sur reconstruire des enfants et des jeunes qui sont extrêmement fragiles. Eh bien, on va continuer à en parler dans quelques instants avec vous, Muriel Armin, juste après une courte page de pub. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Non, c'est super. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec cet incontournable duo. Ça vous va comme qualificatif? Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et je vous jure, on l'a pas payé. Je suis incorruptible. Et avec nous, Muriel Hermine. Vivre ses rêves pour les enfants décrocheurs. Est-ce que déjà le profil des enfants décrocheurs, il a changé depuis 21 ans que vous avez créé votre association? Oui, Philippe, il a changé. C'est-à-dire qu'il y a 21 ans, les jeunes décrocheurs étaient... il y avait une énergie. Il y avait quelque chose en eux, il y avait une rébellion, il y avait... voilà. Et donc, du coup, on prenait cette énergie. L'objectif était de la canaliser et de l'accompagner vers quelque chose de positif. Aujourd'hui, les jeunes qui décrochent sont passifs. Il y a plus d'énergie. Il y a un fatalisme. Ils baissent les bras. Et effectivement, pour nous, c'est beaucoup plus difficile. Et comme on travaille à les construire ou à les reconstruire, on va travailler sur la personnalité du jeune. Et évidemment, avant même de parler de l'accompagner vers ses projets professionnels ou artistiques ou sportifs, peu importe, c'est de dire déjà, est-ce que tu te connais? Est-ce que tu comprends comment tu fonctionnes et pourquoi tu fonctionnes comme ça? Alors justement, si on rentre un peu dans votre technique, dans votre savoir-faire, qu'est-ce qui fait vous avec votre morale de championne? Parce que ça, je l'ai lu. Vous dites, quand on a cette chance d'avoir décroché des titres, dans votre cas championne du monde, d'Europe, etc., c'est qu'on a un moral particulier, on a une niaque. Qu'est-ce que vous allez leur apporter? En quoi ça c'est décisif? Je commence par leur dire que il n'y a pas beaucoup de différence entre eux et ce que j'ai vécu. C'est-à-dire, je suis issue d'une famille, un père alcoolique, maltraitant. Qui fait que le sport a été pour moi la bouée de sauvetage qui m'a sauvée. Et ces jeunes, il faut pas leur parler par le mental, il faut aller les chercher au fond des tripes. Et à partir du moment où ils commencent à admirer qui vous êtes, ou le parcours que vous avez eu, tout d'un coup il y a quelque chose qui lâche en eux. Elle parle le même langage que moi. Elle comprend ma souffrance. Parce qu'il faut pas rêver. Ces jeunes sont en souffrance. Souffrance familiale, souffrance éducative, peu importe. Mais derrière le décrochage, il y a des raisons. Et quand on va travailler sur les raisons,
on commence à acquérir la confiance du jeune, et là, on peut commencer à travailler sur la gestion des émotions, sur la communication non verbale, non violente, sur la détection de leurs talents naturels. Et donc, le fait d'utiliser le sport, la culture, le numérique, le coaching, le mentorat, qui sont que des outils, vont nous permettre de faire passer ce jeune à la découverte de qui il est et du monde qui l'entoure, et de lui faire rencontrer des gens qui sont là pour l'accompagner. Et comment vous les détectez? Alors comment ils viennent à vous, ces jeunes? Parce que si des parents nous écoutent, par exemple, ils ont un jeune en décrochage, ils peuvent contacter l'association? Oui, bien sûr. Nous avons un site, c'est J'ai-du-6. 1-du-6 rêve, j'ai-un-rêve.com, et il y a aucun souci. Et puis de toute façon, même en tapant Muriel Hermine, vous tombez sur mon association J'ai un rêve. Donc à la fois pour les particuliers, les parents, ils peuvent par ce biais-là, mais sinon, en général, ils nous sont envoyés par les structures d'insertion. Sébastien voulait réagir, a priori. Oui, parce que je trouve ça extrêmement inspirant, et au regard de ce qu'on vient de vivre sur les Jeux Olympiques et sur les Jeux Paralympiques, j'ai un appel entre guillemets, mais sur effectivement une école inclusive, une société plus inclusive, évidemment, mais sur aussi le fait d'oser pour notre jeunesse, et de croire et de se donner ensuite les moyens, mais de voir tous ces rôles modèles un petit peu extrêmement inspirants, qui ont des vies aussi, qui sont tous des cas particuliers. Je crois que ça doit nous permettre d'aller sur une lancée de la confiance, et confiance en le jeune, et lui permettre d'oser. Ça me paraît être aujourd'hui ce qui manque aussi par moment, et dans le décrochage, mais plus largement encore. Bien sûr, bien sûr. Là, aujourd'hui, ce matin, j'ai lancé un nouveau programme pour les parents des décrochés, sur l'île justement, qui est soutenu par une très grosse association lilloise qui s'appelle la Sauvegarde du Nord. Je pense que vous devez connaître. Hein. Et du coup, là, l'objectif, parce qu'on s'est rendu compte que quand on travaille de 1 mois à 6 mois avec un jeune, forcément, il évolue, il s'ouvre, il se construit, il trouve confiance en lui, et ça c'est très important. Mais quand il vous quitte et qu'il rentre dans son univers familial, qui est un univers où souvent les parents sont au RSA, où ils n'ont pas forcément du travail, eh bien ils se reprennent ça dans la figure. Et on s'est rendu compte que accompagner le jeune c'est bien, mais aujourd'hui on en est à devoir accompagner les parents aussi. Et si on devait trouver des solutions nationales pour lutter contre ce fléau, parce que j'ai l'impression que ces jeunes, ils sortent quelque part des radars de l'éducation nationale, c'est pour ça que d'ailleurs ils ne sont plus suivis. Vous, en tant qu'experte du territoire, en tant qu'association, est-ce que vous auriez une solution? Parce qu'on n'a pas encore de gouvernement, on peut lancer quelques solutions comme ça. Pour envoyer nos candidatures, allons-y. Voilà, non, écoutez, mais voilà, une solution pour justement changer les choses à ce niveau-là. C'est toute la problématique, c'est que c'est très difficile de dire il y a une solution qui va régler les problèmes de tous. Parce que là, on touche à l'humain, à la fragilité même de l'être humain. Et chacun a son parcours, chacun a ses raisons de chuter ou de trébucher dans la vie. Et il faut aller, en vérité, c'est, je dirais pas du sur-mesure, mais c'est de l'individuel. Et moi, je pense qu'au contraire, il faut aider les associations qui sont dans ce domaine-là. Et il faut pas vouloir faire des énormes associations. Je pense que c'est justement, pour prolonger ce que disait Aurélie, vous, s'il y a une difficulté que vous voudriez qu'on arrive à aplanir, ça serait laquelle? Parce que je crois que vous avez un beau réseau relationnel, les entreprises, les institutions vous suivent, mais il y a un truc qui cloche encore vraiment dans le fonctionnement, là, entre cette vaste éducation nationale et puis tous ces gens autour qui veulent avancer. Oui, il y en a une, c'est que notre société, notre économie française va très très mal. Et que l'État n'a plus d'argent, donc nous avons des programmes, nous, qui vont disparaître au 31 décembre, parce que l'État va plus les financer, c'est-à-dire cette jeunesse dont nous nous occupons, qui vont s'inscrire dans les chambres de métiers de l'artisanat, par exemple, qui reçoivent une petite somme d'argent tous les mois pour pouvoir préparer leur projet, 400, 500 euros par mois, ne vont plus l'avoir à partir de décembre. Donc c'est des jeunes qu'on va remettre dans la nature et qui vont redisparaître. Et comme le monde va mal, la société va mal, le monde économique non plus. Donc financièrement, vous savez, le problème, c'est que pour que ça fonctionne, il faut des professionnels. Et pour moi, je pense qu'il faut en plus des gens en exercice. C'est-à-dire, on utilise le coaching. Moi, j'ai besoin de coachs qui vont chez EDF ou qui vont à la Défense accompagner des managers, des chefs d'entreprise qui sont dans la problématique économique actuelle et qui vont
passer du temps et de l'énergie à accompagner Alors, ces jeunes. Muriel Armin, de toute façon, la leçon générale dans les vraies voix citoyennes, c'est de vous dire qu'une seule chose qu'on peut faire, c'est mobiliser tous ceux qui nous écoutent. J'ai un rêve. Quoi J'ai un rêve.com. Là, j'imagine qu'on peut devenir tous mécènes, chacun à notre niveau. Puis comme les feuilles d'impôt arrivent dans les boîtes aux lettres, plutôt que de payer beaucoup d'impôts, vous Bien faites sûr. du mécénat, moins 66% de vos impôts, c'est Absolument. génial. Nous sommes reconnus d'intérêt général, donc n'hésitez pas. Mais il faut qu'on se mobilise tous. On a, nous, tous autour de la table, la chance d'avoir une vie passionnante, où on se lève le matin, on est heureux de ce qu'on fait. 1 euro, 3 euros, 5 euros, ça change la vie d'un jeune. Donc vraiment, n'hésitez pas. Eh bien, n'hésitez pas sur j'ai-un-rêve.com. Merci beaucoup, Muriel. Et le collectif orientation aussi, .fr. Voilà. Merci Sébastien également. Merci Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Sud Radio, c'est la radio des territoires, des associations, mais c'est aussi, mon cher François Trio, la radio du rugby. Bonsoir Philippe. Bonsoir François, et dans quelques instants, les vraies voix du rugby. Oui, on est prêt parce que nous aussi, on démarre la saison tambour battant. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. On avait le capitaine champion du monde des Sud-Africains qui était là dans le championnat français au Racing. Absolument. Finalement, il veut plus jouer. Alors, on va en parler parce que le président du Racing sera avec nous en direct. Parfait. On aura plein d'invités. Bref, voilà, vous restez là. C'est toujours passionnant, comme les vraies voix du rugby. Bien sûr, mais bien, tout à fait. Et comme les vraies voix du foot aussi. Et les vraies voix du foot, merci, ce sera demain soir. Philippe David, quel jeu de mots? Parce que François Trio, à lui tout seul, il en compte 3. Évidemment, cela va de soi. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix du rugby. Dans quelques instants, par contre, Sud Radio à votre service. Et on se retrouve avec Cécile de Ménibus dans les vraies voix demain 17h.